Anthony Stewart Head. C'est la dernière conférence du week-end, donc c'est l'unique chance. Si vous avez des questions à leur poser, on est là pour ça. Enfin, ils sont là pour ça, on est là pour faire le relais entre vous. Première question, on va y aller tout de suite. Le troisième rang, ici, le monsieur se lève. Comme ça, on Before voit we bien. start, could I have a favor? Do you mind before Yep. we start? I like anyone that is dressed in a costume from Buffy or Smallville or any show that I've been on. I like to film and put on my Facebook, but at the end, and then I put them all together in a little film for my Facebook. But at the end, I like to give them a round of applause, which I'd like to get you guys to do for free, if you don't mind. So can I film the audience and they can cheer? Is that okay? Can you? Alors, il est en train de dire que toutes les personnes qui sont en cosplay de toutes les séries dans lesquelles il a joué, que ce soit dans Buffy, dans Smallville, etc., qu'il a envie de vous filmer tous déjà, parce qu'il veut les mettre sur Facebook. Donc est-ce que tous ceux qui sont habillés en cosplay de Buffy ou de Smallville, s'il y en a qui sont ici, là, maintenant, vous pouvez vous lever? Ça c'est facile celui-là, il est facile celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Là, là-bas, il y en a, viens par là. En cosplay, costumé en Buffy. Je sais que j'en ai vu plein en fait aujourd'hui. Parce que du coup, ce qu'il disait, c'est qu'il veut les mettre sur son Facebook et il veut surtout aussi que toute la salle, vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Allez, il y en a d'autres, il doit y en avoir. Allez, venez par là, devant. Venez devant. Vous pouvez applaudir les mains en l'air. Hein. Que ça donne quelque chose, levez les mains. Tout le monde, les mains en l'air. Faites du bruit. Et maintenant, allez vous asseoir. Voilà. Ok. Et maintenant, tous les gens cosplayés en Dan Cardozo se lèvent. Ok, on avait un monsieur qui avait le micro déjà pour une question. Vas-y. Ça va, c'est bon. Hi guys, my name is David, nice to meet you. It's a question for all of you. Well, Amber, you were lucky enough to come into the show with the episode Hush, which is a great episode. And I was wondering how it is to be specifically in an episode directed by Joss Whedon and how it is different, any difference with the other director. I got used to not getting a lot of direction. They would just let me do what I did most of the time. But Joss was very specific, every moment. And you were talking about Hush. With Hush, there's no dialogue, so all of the moments have to be crafted in silence. And I never got so many notes in my life. Come here, look left, and at that point you're surprised, and then look down, because the entire story is just in those corners that you're turning. And I remember feeling like, be quiet, man, I want to do my thing. And Josh he's very specific. Yeah. Just very... Okay. Joss was remarkable. He had such soul. He knew exactly what he wanted. He'd written it, obviously. Unlike other directors who were interpreting what he'd written, he would envision as he was writing it. In Hush, I remember when they were auditioning The Gentleman, and he just said he wanted to see mimes, and they turned up and they were really creepy, and that was it. He auditioned mimes for The Gentleman. There was a scene when we're all I'm trying to show Buffy and the guys what's happening, and we were in the lecture theatre. All I can say it was quite funny to do. And the other thing, he did instead of the script, we got like a half-page beat sheet, which was literally
describing what was going to happen was weird, because normally we'd get like a 40 page script and we just got half a page because there was no dialogue. That was, my first episode, and I think that was my first experience with Buffy, was having Joss direct. So, he's an auteur. He knows what he wants. He wrote it. It's his vision, and he's very precise. And that's what it was like in general with the dialogue. You didn't ad-lib. You didn't make up stuff. You said the lines exactly as they were written on the page, because there's a cadence and a way of speaking that is inherent in the way he writes. And if you don't say it the right way, it comes out funny. Alors, la question déjà commençait, quelle est la différence quand ils sont sur un épisode qui est dirigé par Joss et quand c'est un autre quand c'est un autre réalisateur. Et en plus pour Amber, qui est arrivé dans l'épisode Hush, puisque c'était son premier, qui lui était dirigé par Joss. James a commencé par dire, en général, lui, de toute manière, on le laissait plutôt tranquille, on lui donnait pas spécialement beaucoup de direction, on le laissait faire un petit peu à sa sauce, parce que sa gestion de Spike, il le faisait très bien. Il dit par contre, quand il était avec Joss, là ouais, Joss il lui disait quand même, il lui donnait un peu plus de direction pour ce qu'il voulait. Il dit par contre sur l'épisode Hush, il dit sérieusement, il dit mais jamais de ma vie j'ai eu autant de notes sur mon script tellement je faisais les trucs. Il dit parce que il y a une manufacture en fait, vu que c'est un épisode qui est muet, il dit c'est que des trucs qui sont imbriqués. Il dit regarde à gauche, là maintenant tu fais ça, là tu regardes à droite. Il dit parce que tout est dans la structure du mouvement, donc c'était des notes et une direction vraiment très particulière. Là-dessus, Anthony disait qu'effectivement la particularité de Joss comparé à d'autres, c'est que il interprète pas la manière dont les scénaristes ont écrit. Il respecte ce qui a été écrit et comment diriger l'acteur sans lui en dire trop, mais sans rien perdre de la façon de la façon dont ce qu'ils ont voulu dire doit être exprimé. Il se souvient notamment d'une scène qui était assez rigolote à tourner. Il dit, vous savez, c'est quand ils sont dans l'amphithéâtre et qu'il doit expliquer avec les calques, et que cette scène était assez impressionnante. Il dit par contre, ce qui était marrant, c'est quand on a reçu le script original pour lire, il dit en général on a 30-40 pages de script. Là on a eu une demi-page, vu qu'il n'y avait aucun dialogue, on a eu une demi-page on vous explique un peu ce que va être le truc et après on verra sur le moment. Et pour ce qui est d'avoir casté les gentlemen, il a dit de toute manière, je veux des mimes. Je veux des vrais mimes pour faire les gentlemen et on verra ce que ça donnera. Et en fait ils étaient tellement flippants qu'il a dit ok c'est bon, on prend cela. Pour Amber, il disait moi comme c'était mon tout premier, épisode et j'avais pas forcément d'expérience avant pour savoir, mais là l'épisode il était écrit par Joss, réalisé par Joss, elle dit il n'y a aucune interprétation possible pour nous. On n'a rien à rajouter en fait. Elle dit c'est écrit de telle manière, on doit respecter le dialogue parfaitement, sinon on change complètement ça limite ça deviendrait drôle alors que c'est pas fait pour être drôle et voilà, c'est du millimètre notamment sur cet épisode là. That was awesome. Super. Awesome. Merci. Et nous avons fini cette conférence. Question suivante. Allez, mercredi, je sais que tu veux poser une question. Non, mercredi, elle est derrière toi. On te refera la culture, t'inquiète pas. J'ai juste une question par rapport aux méchants. Je sais que j'ai été traumatisée toute ma vie par les gentlemen. Lequel, pour eux, est vraiment le méchant le mieux réussi ou le monstre le mieux réussi? Dans toute la série, hein, bien sûr. So, with all the monsters, the bad guys you had in the show, she was traumatized by the gentleman, like I think most of people. But for you guys, each one of you, which was the best bad guy or monster or Spike. Yeah,
Spike, yeah. Qui est d'accord avec eux? Voilà, posez-lui, ouvre-lui. Yep. Et donc, Spike and the Gentleman. As a music group. That would be the most interesting villain ever, right? Like Spike with the Gentleman doing like a full-on, like, yeah. I like that. Spike and the Gentleman as a music group. Oh, vous imaginez si on pouvait faire un groupe de musique, Spike et les Gentlemen. Yeah, I've just been reminded, close second to that is the Fieral Demon. Yeah, he was. Je disais en fait en réfléchissant dans le démon Fieral. Vous savez quand c'est Giles qui est transformé par Ethan Rain. Ah oui, ouais. I remember coming to set when they were filming The Gentleman, the first night. Like my scene was right after the first scene of The Gentleman floating, and I came to set and Joss was like yelling, "Yeah!" I'm like, what's up? He's like, I got The Gentleman to float, and it had taken him like 8 hours to get. They didn't know if they could do it, and it wasn't working, and they finally got the shot. But apparently it almost didn't happen. But yeah, he was over the moon. Yeah. Il dit en fait, il se souvient pour l'épisode Les Gentlemen, il se souvient de Hush, il se souvient de lui, la toute première scène de James, c'était la scène qui était juste après la toute première scène des Gentlemen. Vous savez où ils sont dans la rue sur le campus et ils sont en train de flotter. Il dit, James, moi je suis arrivé et là d'un seul coup je vois Joss qui était là, ouais super. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai réussi à les faire flotter et en fait la scène ça a pris 8 heures. Pour vraiment réussir à avoir cette impression où il flotte et ça a failli ne jamais arriver et être dans la série. question suivante, le deuxième rang ici. Mademoiselle avec les lunettes, lève-toi. Là, c'est une question pour James. Pourquoi à chaque fois que Spike Tiens, bouteille, voilà, parfait. il casse le panneau de Sunnydale. The question is for you, James. Why each time Spike comes back to Sunnydale, he breaks the road sign saying Sunnydale? Because vandalism is awesome. That sign is ugly, man. I hated it. I hated that sign. Yeah, I would go 5 miles out of my way to pat that sign. Parce que le vandalisme c'est génial et que ce panneau il est hideux, il dit et voilà, et donc je faisais 5 miles de trajet de déviation juste pour pouvoir l'éclater. Question suivante. Allez au milieu. Et après, la demoiselle avec les cheveux roses. Voilà. Une question pour les 3 acteurs. Quel est Les 3 l'épisode acteurs. Les. Ah, j'ai compris, mes 3 acteurs. Non, les. Les 3 acteurs. Quel est l'épisode qui vous a procuré le plus d'émotions? Celui qui vous a le plus touché? It's for the three of you. Which episode gave you most emotions? Do you feel those emotions? The death of Jenny Calendar. La mort de Jenny Calendar. Not just one, but from the moment that Spike wakes up in a cold sweat and realizing that he's fallen in love with Buffy, all the way through to the end of the show, of the end of the 7th season, was one long march of pain. Il dit, je peux pas te donner juste un épisode. Il dit, à partir du moment où Spike se réveille torse nu, en sueur, et qu'il se rend compte qu'en fait il est amoureux de Buffy, jusqu'au tout dernier épisode, c'est une longue marche vers la douleur. I think for me it's the body. Just that episode was so painful and acting in it was intense and
watching it was also very like emotionally. Yeah. L'épisode de Paris, donc celui où la mère de Buffy meurt, elle dit déjà de le jouer était vraiment intense et même de le regarder c'était dur. Question suivante. Vous pouvez applaudir, allez-y. Tant qu'à faire. Alors. Non, vas-y. Hi. Over here. Ah, tu vois, il faut se lever. I was wondering if you can remember a moment when you got a script and you were like, oh my god, yes, I get to do this because it was crazy, out of character, or just so cool. Est-ce qu'ils peuvent nous raconter un moment où quand ils ont reçu le script, ils se sont dit ouais, cool, je vais enfin pouvoir faire ça quoi. Que ce soit parce que c'est un truc de fou pour le personnage ou quoi. Every single time. My favorite script wasn't on Buffy, it was on Angel, when I got to kick his ass. Like, when you get to kick his ass on his own show, like that is just incredible, yeah. Il dit moi j'avais ça à chaque fois, mais la fois où je l'ai eu le plus, c'est dans la série Angel. Il dit la fois où je l'ai démonté. Et pouvoir démonter Angel pour sa propre série, ça c'est cool. I can't remember. I was in Giles' apartment. I think it was Michael Gershman who was the DP. He came up to me, Michael Gershman, and he said, "Oh, did you know you were going to be a demon?" And I was like, "Oh, that's really cool. I get to be a real badass. Hooray!" And then I read the script and found out it was basically Giles in his midlife crisis. C'est pas en recevant le script, mais c'est un moment où en parlant avec le directeur de la photographie, et il lui dit au fait, tu sais que tu vas être un démon. Et Anthony qui dit sérieux, cool, trop bien, je vais enfin pouvoir être un démon et être méchant et mauvais. Et en fait, en lisant le script, je me suis rendu compte que c'était juste Giles qui faisait sa crise de la quarantaine. Restless, the season 4 ender, right? I got to like wear awesome cool clothes and have a quasi makeout scene in an ice cream truck, which was interesting because it brought out every male crew member to come and help with the ice cream truck. While Allison and I were sexy timing it up inside, sort of. I mean, you don't really see it, you just hear us going. Pour elle, c'était dans l'épisode Restless, qui est le dernier de la saison 4. Elle dit parce que je me suis quand même retrouvé à porter des super vêtements, à être sexy, à avoir une presque scène d'amour, d'avoir tous les mecs de l'équipe technique, cast et tout, qui étaient là pour nous voir dans nos fans sexy, en mode, alors que basiquement c'était juste comme ça. Can I just add one? Just before Restless, Joss asked me up to his office and said, I have some good news and some bad news. Which do you want first? And I said, oh, give me the bad news first. And he said, well, in this episode, once again, you are doing the explanation, you are saying how the story, explaining the story. And I was like, oh. And he said, okay, the good news is that you get to sing it. Dans le dernier épisode, donc Restless, toujours le même, il dit Joss l'appelle dans son bureau en lui disant écoute, j'ai deux choses à te dire, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle. Voilà, vas-y, commence par la mauvaise. Il dit tu vas encore devoir te retrouver, enfin c'est encore toi qui vas devoir expliquer ce qui se passe, comment, la situation, tout. Anthony fait oh. Il dit la bonne nouvelle, c'est que par contre tu vas devoir le faire en chantant. That was one of the reasons that Buffy was such a good show. Because that heavy lifting, the exposition scene, no actor wants that scene. It's because nothing actually happens. You're just giving information so the rest of the story can play out. And it's the heavy lifting
and your problem was that you did it so well. Every time, because I was a fan of the show while we were doing the show, and I couldn't wait to watch the show. And the exposition scene would be over before I realized it was happening. I was just interested in what you were doing, and then I learned what was happening. But yeah, you were fabulous. That's a big reason why it was a good show. Merci bien. James disait Anthony, mais sérieux quand même, c'est ça aussi qui faisait la force de Buffy. Il dit c'est que les scènes justement où on explique ce qui va se passer, etc., et qui va définir un peu l'histoire et pourquoi la suite, enfin toutes les imprécations qu'il y a et tout ce qui en découle, il dit, et c'est quand même souvent les scènes les plus difficiles pour pas plomber, que ça prenne 30 ans à expliquer. Il dit, en fait, c'est pour ça que ça tombait toujours sur toi. Il dit, parce que tu les faisais tellement bien que du coup, il n'y a que toi qui pouvais les expliquer. Il dit, et en plus, sérieusement, il dit, moi j'étais fan de la série pendant qu'on jouait la série. Il dit, et quand je regardais la série, à chaque fois, je regardais le truc et j'étais là, waouh, t'avais déjà fini d'expliquer la scène que c'est déjà passé. Il dit, parce que vraiment, tu le faisais trop bien, et j'attendais ce moment-là en me disant, waouh. Nouvelle question. Allez, on va aller au fond. Oui, le micro. Alors, il y a une personne qui est debout avec une chemise à carreaux. Je suis désolé, je te fais marcher. Making you work for it today. You're horrible, dude. Hello. Hello. Je vais faire la question en français. Donc c'est pour les trois acteurs aussi. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que le personnage de Tara allait mourir et surtout aussi injustement par une balle perdue? The question is for both of you. How did you react when you read the script and realized that Tara's character would be dead, would die, and in a so randomly way? I was angry. Of all the characters, I could not figure out why they. Yeah, I was ready to have a rebellion. To rebel, to say I will not film, you know, and then you're not in control. Brokenhearted. I was actually at home at that point because it was season 6, and I'd gone because I did instead of being a regular, I was at that point I was a recurring artist, so I did 8 episodes in season 6. When I didn't find out until it had already been shot. I was devastated. No, seriously, but I knew what they were doing, which was very clever. It was nothing is safe, and when the viewer knows that nothing is safe, it makes your anticipation that much more keen. You're that much more involved in the story because no one is safe. Pour James, il dit ça l'a mis en colère. Vraiment, il était en mode. Mais moi j'étais prêt à me rebeller. J'étais en mode non, je ne saurais pas, je ne ferai pas l'épisode. Il dit puis bon après t'apprends le contrôle sur toi. Et pour Anthony, lui à cette époque-là, il était plus un des personnages principaux, il était en acteur récurrent. Il était à la maison et donc sur le moment il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a su que quand il a vu la série, il me dit mais j'étais dévasté le truc. Mais quand j'ai su pourquoi il le faisait, puisque qu'est-ce que ça amenait derrière, donc le narguillo, etc. Il dit là j'ai compris et j'ai trouvé ça brillant comme idée. Il dit et surtout ce qui était impressionnant c'est de se rendre compte qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien de sûr. Il n'y a plus rien de sûr pour personne, ni pour les personnages, ni pour eux, même en tant que personne. Et du coup, ta manière d'interpréter et d'anticiper est complètement différente. Tu n'as plus la même perception de et la suite et qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Oui. Merci. Ils ont dit oui. Okay. I just have one question, again it's for both of you, because
during the whole show, both of you, you have like, I don't know how many funny scenes. Like you in the bathroom, in the tub, tied to the tub, or when you are in the Fario team and he's telling you that your only power is the mucus, and a lot of things like that. How did you manage to, like, did it take a lot of time to shoot the scenes because you were laughing, or you were like straight? To tell you, it didn't take any extra time at all, because it didn't, when you're in character, it doesn't seem funny to you. It's only funny to the audience. If the comedy for film, if the comedy is really well written, you play it like a drama, and some of the funniest people in the world are not aware that they're funny at all. You know? So no, a lot of times I would watch the show and I would get the laugh. I'd be like, "Oh my God, that was funny!" But when I was acting it, I wasn't aware that there was a joke there at all. I would also say that because we were shooting like 14 hours a day, every minute counted, and occasionally there would be a laugh or something, you wouldn't feel pressured. You didn't feel someone breathing down your neck saying, come on, get it on. But at the same time, you concentrated, you focused, so it was, and that's what made it fun, because it was good work. Yeah, we were known as Buffy the Weekend Slayer because we worked up to 20 hours a day. Like most television shows work 12 hours a day, and that's it. Because after 12 hours, you have to pay the crew double. So they just cut it off like a knife. But Joss was never satisfied with quality. He always wanted more. So when you work 12 to 20 hours a day, it was mostly 16 to 18 hours a day, you get really tired. Like there were no practical jokes on the set. There was no, like, let's play a joke on this person and let's ruin the shot just so we all laugh. There was no time for that. We were wanting a little bit of sleep. En fait, moi je leur demandais, puisque Anthony, Spike et Giles ont quand même énormément de scènes tout au long de la série qui sont assez drôles, si des fois ça arrivait de se marrer tellement les scènes étaient incongrues. Et James disait, il dit pas tant que ça, il dit parce qu'en fait, quand on écrit une comédie ou un truc comme ça, finalement quand c'est vraiment bien écrit, on le joue comme un drame, et donc pas comme vas-y, on va se marrer, etc. Ce à quoi Anthony a ajouté, effectivement, il dit en plus déjà on travaillait énormément, et il y avait pas le temps, la place pour tiens on va se faire des blagues, etc. On était tout le temps hyper concentrés sur ce qu'on faisait. D'ailleurs James avait dit, moi des fois je me rendais compte une fois que je regardais la série en disant oh en fait c'était drôle, mais il s'en rendait pas compte forcément sur le moment. Et après il disait en même temps on travaillait, la plupart des séries, une journée de tournage c'est 12 heures, parce qu'au-delà de 12 heures il faut payer beaucoup plus. Il dit nous sur Buffy des fois on allait jusqu'à 20 heures par jour de tournage, et il tournait en moyenne entre 16 et 18 heures par jour, parce que Joss n'était jamais satisfait de la qualité, il voulait toujours plus, toujours plus. Et du coup, il n'y avait vraiment pas le temps pour se faire des blagues, c'était quand même relativement carré. Il dit puis le temps qui nous restait, on pouvait juste un peu dormir quand même. Donc, like there was the line, like I'm tied to a chair, and someone makes a bear out of thin air, and I've got the line, "You made a bear! Undo it! Like when I was playing that, I'm just panicked. I'm tied to a chair that's going to eat my legs off. So I'm not aware that it's funny at all. Or when I said, out for a walk, bitch, that was just because I was humiliated at that time because I got caught stalking Buffy. And she's like, what are you doing out there? And I'm like, well, I'm trying to get a glimpse of you, but you can't say that. And so it's just embarrassment and humiliation is all I'm feeling. But because it's real, the comedy kind of plays better.
Il donnait deux exemples. L'épisode justement où ils sont dans la maison de Giles et il est attaché à sa chaise. Et avec l'épisode avec les Indiens. Et à un moment, il y en a un qui se transforme en ours et puis il est en train de sauter. Il fait ah, mais t'en as fait un ours, défais-le. Et il dit ok, en le voyant, c'est drôle. Il dit moi sur le moment j'étais en panique, en mode le truc il va bouffer une jambe, il dit et c'est pareil sur le moment où il avoue à Buffy, il dit je vais te le dire en 5 mots, dehors pour prendre l'air, sale bitch. Il dit bon le bitch il est rigolo, mais moi à ce moment-là, pour Spike, il vient de se faire choper en train de la harceler. Il dit donc finalement c'est cette situation qui est humiliante, il vient d'être cramé, etc. Il dit moi au moment où je le joue, je suis humilié. Et puis après quand on le voit, oui c'est rigolo parce que le bitch il sort de nulle part, mais en le jouant, non, c'est pas du tout ce qu'il ressent. Yeah, this is why, sorry. This is why the movie Buffy the Vampire Slayer sucked. And why the show was good, because the movie was aware that it was funny. They were sending it up. It was more goofy. Campy, schlocky. Yeah, campy, schlocky. Whereas in the television show, we were just playing it dry, as if it were a drama, and let the humor happen in the dialogue. Yeah. Et c'est pour ça que le film qui est sorti avant, c'était une vraie daube. Parce que en fait ils l'ont écrit et ils l'ont joué comme une comédie. Donc du coup ils en ont rajouté des caisses et du coup il y a tout qui passe à la trappe. Alors que la série Buffy, ils l'ont joué de manière brute, sèche, etc. Vraiment comme un drame. Et ce qui fait la partie comique, c'est des petits moments dans les dialogues et qui sortent complètement du contexte drame. C'est ça qui fait le succès aussi de la série. Now I'll shut up. Allez, on a encore le temps pour quelques questions encore. On en a fait une là, j'en fais une au milieu ici. Mademoiselle. Il en reste quoi 2-3 minutes? Non, c'est fini? Ah non, ça va pas être fini, elle a commencé à poser la question. On commence pas, hein, attention. Alors moi c'était une question pour James. Je voulais savoir comment il a